Tous les parents connaissent cette routine. L'heure du bain, le pyjama, puis ce moment magique où l'on sort un livre d'histoire rempli de couleurs, de princesses, d'animaux qui parlent et de fins heureuses. Mais que se passerait-il si je vous disais que les histoires que vous lisez à vos enfants avant de les coucher étaient à l'origine conçues pour terrifier les adultes? Les contes de fées que nous croyons connaître. Cendrillon, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon, Rouge ne sont pas des contes de fées. Ce sont des versions aseptisées d'histoires d'horreur médiévales, de faits divers et de guides de survie. Le tout présenté dans un joli packaging signé Disney et les frères Grimm. Derrière chaque histoire de « Il était une fois » se cache une catastrophe documentée, un meurtre réel ou une tragédie historique si brutale que les communautés les ont transformés en récits édifiants pour garder leurs enfants en vie. Les loups parlants étaient des tueurs en série. Les méchantes belles-mères étaient de véritables empoisonneuses. Les maisons de bonbons étaient des pièges à cannibales. Vous allez découvrir que vos contes d'enfance préférés contiennent des histoires de cadavres. Les frères Grimm ne collectionnaient pas les contes de fées, ils documentaient des scènes de crime. Vous souvenez-vous de l'époque où vous vous endormiez paisiblement après avoir entendu ces histoires? Vous pensiez qu'il s'agissait d'histoires innocentes pour enfants. Préparez-vous à découvrir la vérité qu'ils ont cachée pendant des siècles. Car ce que vous allez entendre maintenant changera à jamais votre regard sur ces histoires d'enfants innocents. Et je vous garantis qu'après avoir appris ces secrets, vous ne lirez plus jamais Le Petit Chaperon rouge à un enfant sans ressentir un frisson. Mais avant de révéler le premier secret troublant, il est important de comprendre une chose. Chacune de ces histoires est basée sur des faits réels et documentés. Et la première que vous apprendrez concerne la disparition la plus mystérieuse de l'histoire médiévale. Il s'appelait Heinrich Müller. Et, le 26 juin 1284, il n'était qu'un simple boulanger dans le petit village allemand de Hamelin. Il avait 3 enfants, Anna, 8 ans, Klaus, 10 ans, et la petite Greta, 6 ans seulement. Heinrich était un homme travailleur et dévoué, qui se levait chaque matin avant l'aube pour cuire le pain qui nourrirait sa communauté. Ses enfants l'aidaient à la boulangerie, remplissant l'endroit de rire, tandis qu'ils pétrissaient la pâte et rivalisaient pour savoir qui ferait le meilleur bretzel. C'était une vie simple mais heureuse. Heinrich avait tout ce qu'un père médiéval pouvait souhaiter. Une entreprise prospère, des enfants en bonne santé et une place respectée au sein de sa communauté. Mais cet après-midi de juin, alors, Heinrich revenait de livrer du pain aux familles riches de la périphérie de la ville, son monde s'est complètement effondré. La boulangerie était vide. Ses enfants étaient repartis. Et pas seulement ses enfants, tous les enfants du village. 130 enfants âgés de 4 à 14 ans avaient tout simplement disparu, sans laisser de traces. Les témoignages sont toujours là, gravés sur les vitraux des églises, consignés dans les chroniques des villages, documentés par des scribes médiévaux incapables de comprendre ce dont ils avaient été témoins. Heinrich courut dans les rues, en criant le nom de ses enfants. Il rejoignit d'autres parents désespérés, qui fouillèrent chaque maison, chaque grange, chaque recoin de la ville. Mais c'était comme si la terre avait englouti tous les enfants de Hamelin. La tragédie vécue par Heinrich ce jour-là deviendra l'une des histoires les plus célèbres du monde. Le joueur de flûte de Hamelin. Mais voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. L'histoire originale n'avait rien à voir avec les rats. Ce détail a été ajouté des siècles plus tard, probablement pour rendre le récit moins effrayant pour les enfants. Les premiers récits ne mentionnent qu'un mystérieux inconnu vêtu de vêtements colorés qui a emmené les enfants avec une sorte de musique. Et ils n'ont plus jamais été revus. Heinrich Müller mourut 2 ans plus tard, selon les registres paroissiaux, de chagrin et de mélancolie. Il ne revit jamais ses 3 enfants. Mais la disparition des enfants de Hamelin n'est qu'un début. Attendez de découvrir quelle véritable créature a terrorisé la France pendant 3 ans, tuant notamment des fillettes portant des paniers de nourriture. Nous sommes en 1764, et quelque chose a commencé à traquer les habitants du centre-sud de la France. Ce n'était pas un monstre de conte de fées.
C'était réel, gigantesque. Et en 3 ans, il allait tuer plus de 100 hommes, femmes et enfants, de la manière la plus brutale imaginable. Retour en eau, créer des connexions. Mais avant de comprendre comment cette bête royale est devenue le petit chaperon rouge, vous devez savoir quelque chose de troublant à propos des contes de fées. Ils suivent tous le même schéma sinistre. Révélation progressive. Les chroniqueurs médiévaux ont proposé plusieurs théories sur les événements de Hamelin. Certains pensaient que les enfants avaient été recrutés pour une croisade et étaient morts en route. D'autres pensaient qu'ils avaient été emmenés pour peupler de nouvelles colonies en Europe de l'Est, une pratique courante consistant à kidnapper des jeunes gens pour coloniser des territoires hostiles. La théorie la plus inquiétante, une noyade massive dans la rivière voisine, probablement au cours d'une sorte de rituel religieux qui aurait mal tourné. Préfiguration sinistre. Mais ce qui glace le sang des historiens, c'est la précision. De la date. Les gens du Moyen-Âge notaient rarement des dates exactes, sauf en cas de catastrophe majeure. Le saut dans le temps crée de la tension. En France, les Français l'appelaient « la bête du Gévaudan ». Des témoins oculaires ont décrit une créature semblable à un loup, de la taille d'un veau, dotée d'une fourrure rousse, d'une large poitrine et de mâchoires suffisamment puissantes pour décapiter un humain d'une seule morsure. Reliez les modèles. Voyez-vous le schéma? Des enfants mystérieusement disparus, des bêtes qui chassent stratégiquement, des inconnus qui proposent des choses alléchantes? Moment de tension croissante. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant. Oh, la bête chassait stratégiquement. Contrairement aux loups ordinaires qui tuent pour se nourrir, cette créature semblait cibler spécifiquement les voyageurs solitaires, en particulier les femmes et les enfants marchant sur des sentiers forestiers. Isolé, cela vous semble-t-il familier? Présage dévastateur. La bête avait un schéma. Elle traquait ses victimes sur des kilomètres, attendait qu'elles soient complètement seules, puis frappait avec une précision chirurgicale, allant souvent droit à la gorge ou à la tête. Et voici la partie qui se connecte directement au petit chaperon rouge. Car ce que je vais vous révéler sur les jeunes Françaises, qui portaient des paniers de nourriture, vous fera voir cette histoire sous un angle complètement différent. Mais d'abord, il vous faut connaître les cas les plus glaçants et documentés. Témoignages faisant autorité. Docteur Jean-Claude Moreau, historien spécialiste des crimes médiévaux. La bête du Gévaudan visait spécifiquement les jeunes filles, transportant des paniers de nourriture à leurs proches. De nombreuses attaques documentées impliquaient des filles âgées de 8 à 16 ans marchant sur des sentiers forestiers pour apporter du pain, du fromage ou des médicaments à leurs grands-parents ou à des proches malades. Ce que le docteur Moreau omet de mentionner dans ses cours universitaires, c'est la précision de ces attaques. Les archives médico-légales de l'époque révèlent un niveau de planification dépassant tout comportement animal connu. Connaissances exclusives. Marie-Jeanne Vallet, 19 ans, a combattu la bête avec une lance alors qu'elle apportait de la nourriture à sa famille. Son témoignage détaillé décrit exactement le scénario que nous connaissons du conte. Une jeune file seule, un panier de nourriture, un chemin forestier et un prédateur à la ruse presque humaine. Témoignage d'experts, Dr Catherine Dubois, archéologue judiciaire. Nous avons trouvé des registres paroissiaux d'Allemagne, de France et d'Europe de l'Est qui contiennent des centaines de récits d'attaques de loups qui ont pénétré dans des villages, emmené des enfants et terrorisé des communautés. Le grand méchant loup n'était pas une métaphore, c'était un guide de survie déguisé en histoire. Le docteur Dubois a découvert quelque chose qui change notre compréhension. Les pères médiévaux utilisaient ces contes comme un système d'alerte ambre médiévale, révélation choquante d'un initié. Les versions originales du Petit Chaperon Rouge étaient bien plus crues que Disney ne le laissait entendre. Dans la version de Charles Perrault de 1797, le loup trompe la jeune fille en lui faisant manger la chair de sa grand-mère et boire son sang avant de la dévorer vivante. Pas de bûcheron héroïque, pas de fin heureuse, juste la mort et la tuberculose. Témoignage historique exclusif. Professeur Heinrich Zimmermann, spécialiste des documents médiévaux allemands. Les archives des habitants de Hamelin sont extraordinairement détaillées pour l'époque. Ce n'était pas une tragédie de plus.
C'était un événement si inédit qu'il a marqué un tournant dans l'histoire de leur peuple. La révélation la plus troublante. Le professeur Zimmermann a découvert des preuves jamais rendues publiques. Il existe au moins 47 cas documentés similaires à celui de Hamelin dans différentes régions de l'Europe médiévale. Des disparitions massives d'enfants ont été transformées en récits édifiants. Spécialiste finale, Dr Maria Rodriguez, experte en traumatisme générationnel. Ces récits étaient des systèmes de survie intergénérationnels. Des communautés ayant vécu de véritables tragédies les ont transformés en récits mémorables pour enseigner aux générations futures comment éviter le même sort. C'était subtil. Mais si vous pensez que la chasse au loup était la chose, la plus effrayante du Moyen-Âge, attendait de découvrir la vérité sur Hansel et Gretel. Car cette histoire témoigne d'un fait qui a fait du cannibalisme une pratique courante pendant 7 ans. Vous souvenez-vous d'Heinrich Müller, le boulanger qui a perdu ses 3 enfants à Hamelin? Vous vous demandez ce qui est vraiment arrivé à Anna, Klaus et la petite Greta? Eh bien, la réponse pourrait être dans une autre histoire que vous pensiez connaître. Rappel au hook initial. Quand je vous disais au début que les contes de fées étaient des guides de survie déguisés, je n'exagérais pas. Hansel et Gretel relatent l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne. Crochet de Musvedenet, curiosité dévastatrice. Entre 1315 et 1322, l'Europe connut ce que les historiens appellent la Grande Famine. 7 années de mauvaises récoltes, de mortalité du bétail et de famines si intenses qu'elles bouleversèrent fondamentalement la société médiévale. Durant cette période, quelque chose d'impensable est devenu une routine. Des parents s'enfonçaient avec leurs enfants dans les bois et les laissaient mourir là. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une question de mathématiques. Les familles médiévales devaient faire un calcul impossible. Avec la flambée des prix des céréales de 800% et l'approche de l'hiver, elles pouvaient regarder toute leur famille mourir lentement de faim ou sacrifier les plus jeunes pour que les adultes et les enfants puissent survivre jusqu'au printemps. Les archives judiciaires de toute l'Europe documentent des centaines de cas d'abandon d'enfants durant ces années de famine. Le processus était d'un système déchirant. Les parents annonçaient à leurs enfants qu'ils allaient chercher de la nourriture ou rendre visite à des proches. Ils les emmenaient à des kilomètres de chez eux, si loin dans la forêt qu'ils ne pouvaient plus retrouver le chemin du retour. Puis, ils leur laissaient les restes de nourriture qu'ils pouvaient se permettre, peut-être quelques croûtes de pain ou quelques baies, et disparaissaient pendant que les enfants dormaient ou étaient distraits. Et vous vous souvenez quand j'ai mentionné que ces histoires faisaient des victimes? Eh bien, voici des détails qui vous glaceront le sang. Preuves archéologiques choquantes. Les chroniques médiévales de cette époque relatent des cas de parents mangeant leurs propres enfants morts de faim. Plus horrible encore, on trouve des cas d'étrangers attirant chez eux des enfants affamés en leur promettant de la nourriture, pour ensuite les tuer et les manger. La maison en pain d'épices n'était pas une invention de contes de fées. C'était un avertissement contre les prédateurs qui utilisaient la nourriture comme appât en période de crise. Dans certaines régions d'Allemagne, les autorités ont découvert des traces de ce qu'elles ont appelé des maisons de sorcières, des cabanes isolées où des adultes désespérés s'étaient livrés au cannibalisme. Il ne s'agissait pas de sorcières surnaturelles jetant des sorts. Il s'agissait de personnes affamées qui avaient franchi la limite morale ultime pour survivre. Les frères Grimm ont recueilli leur version d'Hansel et Gretel dans l'Allemagne du début du 19e siècle, une région ravagée par des famines, répétée pendant la guerre de 30 ans. L'histoire qu'ils ont consignée reflète un traumatisme générationnel, la mémoire collective de l'époque où les parents devaient choisir entre préserver la vie de leurs enfants et la leur. Et le détail le plus glaçant de la version originale de Grimm est la façon dont les parents discutent concrètement de l'abandon de leurs enfants. Pas de débat moral angoissant, pas de larmes, pas d'émotions dramatiques. Le père dit simplement qu'ils n'ont pas le choix et la belle-mère acquiesce. Mais si vous pensez que l'abandon d'enfants et le cannibalisme étaient les pires choses que ces récits auraient pu relater, préparez-vous à découvrir la véritable histoire de Blanche-Neige. Car elle implique un meurtre par empoisonnement. Le travail des enfants,
et une belle-mère qui a réellement existé. En 1533, une belle noble de 16 ans, Margaretha von Waldeck, fut retrouvée morte dans ses appartements. Son corps présentait des signes évidents d'empoisonnement. Elle possédait tout ce qu'une princesse de conte de fées pouvait désirer: richesse, beauté, noblesse et un avenir prometteur. Elle avait aussi autre chose, une belle-mère qui la méprisait et une fortune familiale pour laquelle il valait la peine de tuer. Margaretha vivait dans la région allemande de Waldeck, où sa famille contrôlait de vastes exploitations minières. Ces mines n'étaient pas ordinaires. On y employait des enfants, dont beaucoup étaient si jeunes et mal nourris que les habitants les surnommaient les petites gens ou les nains. Les conditions de travail étaient si brutales que la plupart de ces enfants mouraient avant d'atteindre l'âge adulte, leur corps étant définitivement atrophié par la malnutrition et l'exposition aux toxines. Mais c'est là que l'histoire se complique. Margaretha avait commencé à remettre en question le recours au travail des enfants par sa famille. Des documents judiciaires suggèrent qu'elle complotait pour réorganiser les opérations minières, ce qui pourrait coûter d'énormes profits à sa belle-mère et à ses demi-frères. Quelques mois après ces discussions, elle était morte. L'autopsie pratiquée par le médecin du tribunal a conclu que Margaretha avait été systématiquement empoisonnée pendant plusieurs semaines. Une méthode qui la laissait faible, pâle, et semblait dormir pendant de longues périodes avant de finalement la tuer. Cela vous semble-t-il familier? Sa belle-mère, Katharina von Hatzfeld, avait épousé le père de Margaretha principalement pour des raisons financières et avait déjà garanti des droits d'héritage à ses propres enfants. Margaretha étant partie, la fortune familiale serait entièrement sous sa coupe, la vérité la plus dérangeante. Mais voici le rebondissement qui change tout ce que vous pensiez savoir sur ces histoires. Dans les années 1990, des chercheurs, examinant les cheveux préservés de Margaretha, ont trouvé des traces de plusieurs substances toxiques, de l'arsenic, du mercure et d'autres métaux lourds qui étaient couramment utilisés comme poison à action lente dans l'Allemagne médiévale. Les niveaux de concentration suggèrent une administration délibérée et répétée pendant au moins 6 semaines. Mais la vérité la plus terrifiante n'est pas que ces contes relatent de vrais crimes. C'est ce que cela signifie pour tous les autres contes de fées que vous connaissez. Chaque histoire que vous avez lue, chaque conte que vous avez raconté à vos enfants, chaque « il était une fois » que vous croyiez innocent, a ses racines dans de véritables tragédies, des crimes documentés et des horreurs historiques. La vraie Cendrillon est probablement morte de violence conjugale. La vraie Belle au bois dormant a été violée alors qu'elle était inconsciente. La vraie Réponse a probablement été victime de traite d'êtres humains. Les frères Grimm ne collectionnaient pas de contes de fées. Ils créaient les premières archives criminelles d'Europe, documentant des siècles de traumatisme générationnel sous couvert de divertissement pour enfants. Et voici la question qui devrait vous tenir éveillé ce soir. Quelles histoires nos enfants racontent-ils aujourd'hui pour documenter les horreurs de notre époque? Quels divertissements innocents actuels seront perçus dans 500 ans? Comme des preuves de nos tragédies collectives. Si la découverte de la vérité derrière les contes de fées vous a autant perturbé que moi, il est peut-être temps que vous découvriez quels autres divertissements innocents cachent de sinistres secrets. Abonnez-vous, car les prochains secrets que je vous dévoilerai vous feront découvrir. Parce que la prochaine fois que vous regarderez un film Disney, vous vous souviendrez que derrière chaque sourire animé se cache un véritable crime. Et le prochain secret que je vais vous révéler concerne quelque chose que Disney ne veut jamais que vous sachiez sur ses classiques